Tu le parrain de ton fils. Une ref en plus, François Cluzet. Les petits mouchoirs, je suis le parrain de ton fils. Français maintenant. Bah ouais, mais moi je suis tout terrain. Je suis tout terrain, bien sûr. Je suis un bouillon de culture. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Code Review, épisode 32. 32, c'est le numéro longtemps maudit au PSG puisqu'il a été porté par Yannick Boli ou encore Loïc Landre avant d'être choisi par des joueurs qui s'appellent David, comme David Luiz ou David Beckham. Oui, car David Beckham est passé au Paris Saint-Germain. Il a fini sa carrière au Paris Saint-Germain. Ça, c'est de l'info. Et la ragalade va continuer puisque je vais encore analyser le rap francophone avec deux fins gourmets. La Paul Bocuse du Code Review, celle qui boit la concurrence comme un bol de velouté de potimarron. Sandra Bouchon-Lyonnais Gomez. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon. Et le Cyril Lignac des Yvelines, spécialiste de la basse confite et des caisses claires croquantes sur un coulis de MPC. Raphaël, 3 étoiles, Dacruz. Bon appétit. Si vous êtes à table, pardon, Raphaël, comment ça va? C'est extraordinaire, tout va bien, merci beaucoup. Bon, avant de démarrer, est-ce que vous avez des actus? Non. Super. Ça c'est l'ambiance que j'aime. Les gens n'ont pas envie de se parler. Ils viennent juste pour travailler. J'adore. Alors aujourd'hui, on va, une fois n'est pas coutume, parler de rap américain. Puisque, alors au moment où l'émission sort, peut-être que tout ça sera un petit peu dilué, je ne sais pas. Mais je ne pense pas, puisque on est en train d'avoir un gros clash dans le rap américain. Et je ne parle pas de Natacha Saint-Pierre contre Inez Reg, non, non, même si, oui, j'ai regardé la story en entier d'Inez Reg. Moi aussi. Ouais, ça m'a pris 20 minutes. Moi, j'ai regardé les deux premières et j'ai fait, y a pas un article qui résume tout ça là parce que. Ouais, bah Abrèche Frère, toi tu t'es fait avoir par Abrèche Frère, voilà. Non, j'ai passé un très beau moment. Bref, non, évidemment, on va parler de ce qu'il se passe aux États-Unis, notamment à la suite du morceau Like That, donc qui est présent sur l'album de Metro Boomin et Future, du Big Tree, de tout ce qui est en train de se passer. Peut-être aussi un petit peu de la culture du clash dans le rap tout court. Mais avant ça, parlons peut-être de cet album-là, We Don't Trust You, de Future et Metro Boomin, qui d'ailleurs est un premier volet. Ils ont annoncé qu'il y avait un deuxième album qui allait arriver. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs ce qu'avait fait Future en 2017, sauf que c'était à 2 semaines d'intervalle où il avait sorti l'album Future et l'album Hendrix. Tout à fait. Je sais que tu aimes beaucoup l'album Hendrix, toi. Absolument. Moi aussi d'ailleurs, mais c'est sur Future qu'il y avait Mask Off. Tout à fait. Bref, qu'avez-vous pensé de cet album qui aussi, je pense, est dans un rap américain en tout cas, si on parle du rap mainstream, qui semble un peu moins excitant peut-être qu'il y a quelques années. Il y a beaucoup de choses un peu peut-être un peu comme le rap français finalement, où on se plaint un peu qu'il n'y ait peut-être pas assez de sorties événementielles. Là, c'en est une, avec un casting impressionnant, avec Future Metro Boomin, un duo qui a déjà fait ses preuves. Qu'avez-vous pensé de cet album-là? Sandra, est-ce que tu veux débuter? Je démarre. C'est un très bon album pour moi. On savait déjà que c'était un duo complémentaire qui fonctionnait bien. Oui. J'avais pas, en fait, je m'attendais à ça, je savais que ça allait fonctionner, mais je trouve qu'il y a quand même une évolution sur ce projet-là au niveau de la réalisation, donc du niveau de Metro Boomin en fait, la réalisation que je trouve très réussie parce que c'est un très bon chef d'orchestre et en plus de ça, justement la confiance qui est un mot important dans ce projet dont Future lui fait preuve, elle se matérialise très bien parce qu'il arrive à amener tout un décorum cohérent du début à la fin et j'aime bien ce genre de projet, surtout quand c'est sur 17 titres. J'ai besoin qu'il y ait une certaine cohérence. Et en plus, c'est bien huilé parce qu'il y a tout un travail d'écoute un peu poussé pour l'auditeur parce qu'il y a des interludes, il y a des transitions entre chaque morceau. Donc, c'est bien travaillé à ce niveau-là. Donc, je trouve que justement, les 17 titres passent très bien. Metro Boomin, il insiste sur les synthés que moi, j'adore. Je trouve que c'est une de ses forces. Et ça donne même une touche presque, donc c'est de la trappe, mais ça lui donne une touche un peu rétro-pop que je trouve très efficace, que ça fonctionne et ça ressemble pas à toutes les sorties actuelles aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a aussi des guitares électriques avec beaucoup de reverb, de l'écho et tout, et des samples aussi qui sont très bien utilisés. Donc musicalement, je trouve qu'il arrive à faire une musique très visuelle, cinématographique aussi, avec des moments un peu épiques, des horns comme ça qui viennent réveiller et amener quelque chose d'un peu aventurier au propos de Future, qui est toujours aussi bon. Voilà, je le trouve très bon sur ce projet-là, mais je trouve que les prods l'aident aussi beaucoup. Le fil rouge aussi, en plus de la musique, il y est sur le thème, la confiance, la trahison, qui est un thème un peu commun, on peut dire, du rap. Mais là, il y a quand même
un axe un peu particulier sur les amitiés de gens que nous on connaît et de toute une génération de rappeurs qu'on a observé, je dirais sur la dernière décennie pour voir large. Donc plein de rappeurs qui ont un peu grandi tous ensemble et je trouve qu'on est en train d'assister à un arc un peu bizarre où tout s'effrite, toutes les grosses têtes, le Big Ten si on doit un peu l'élargir. Il y a des amitiés qui sont rompues. Young Thug il est en prison, les Migos c'est terminé. A$AP Rocky il fait plus de musique. Mais quand il en sort, c'est génial. Quand il en sort, c'est génial. Mais c'est vrai. Il y a toute une génération qui est c'est un peu étrange ce qui est en train de se passer. Et je trouve que ce projet-là fait du bien parce que peut-être qu'on va commencer à parler. Et Kendrick l'apporte très bien sur la table, grossièrement, mais ça fait du bien. On va commencer à parler un peu de ce qui se passe et tous ces rappeurs-là qui ont grandi, qui sont arrivés à un top aujourd'hui. Peut-être c'est le moment aussi de se remettre tous en question et de tous aller se chercher des poux. Voilà. T'as envie de la guerre, tu veux la guerre en fait. Je veux la guerre, je veux du divertissement. Non mais en plus de ça, je trouve que c'est trop facile juste maintenant de faire n'importe qui sort un morceau parmi les noms que je t'ai donnés là, ça va marcher. Mais en fait, on s'ennuie un peu, c'est trop facile. C'est trop facile d'arriver à ce statut-là et juste, on est en pilote automatique. C'est ça un peu que je trouve... Je vais faire une passe D à Raphaël. Tu veux la guerre du rap comme Stomy Bugsy. Putain, il est trop fort. C'est le meilleur. Voilà. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est pour ça que je suis payé, mec. C'est vrai. Le son, c'est la guerre de Rof aussi, très grand. Ouais, mais je pensais à la guerre du rap. Mais oui, le son, c'est la guerre, bien sûr, de Rof, qui est extraordinaire. Qui est en vrai un meilleur morceau de rap que même si j'adore la guerre du rap, mais le son, c'est la guerre. C'est vraiment. C'est la guerre. C'est n'importe quoi. Mais ça, j'aurais fait la passe à Sandra. Bien sûr, c'est normal. C'est son terrain. Bien sûr. Secteur A. On se partage. Je reste dans ma zone. Je reste dans ta zone. C'est ça. Waouh. Ouais, rêve sur rêve, c'est ça. C'est un couplet de Myro ici. Raph, qu'est-ce que tu as pensé toi? Et c'est vrai, juste je rebondis sur ce que tu as dit que je trouve très vrai, c'est le côté aussi chef d'orchestre. Je trouve que Metro Boomin, il l'a aussi, à mon avis, affiné, notamment l'année dernière avec son solo, la BO de Spider-Man aussi, c'est sur le côté cinématographique. Donc c'est quand même, c'est pas le même Metro Boomin qui a 5-6 ans, certains vont dire qu'il est peut-être moins bon. En tout cas, il a d'autres skills et je trouve que ça se voit maintenant quand il fait un projet commun avec un artiste. C'est pas juste des bonnes prods en fait. Il a peut-être moins effectivement le côté audacieusement bizarre d'il y a quelques années, mais cette maîtrise qu'il a pris dans l'ambiance, le côté cinématographique, tu l'as très bien dit, avec toutes les références que tu as citées également, Mehdi. Et je pense que ça fait du bien à Future parce que je trouvais ces derniers albums, Eye of Life et I Never Liked You, un peu ronronnants. C'est-à-dire, et je trouvais... Mais c'est quand même bien. C'est ça le problème. C'est ça. C'est bien. Future, c'est toujours un des meilleurs rappeurs qui a existé. Il y a Never Liked You, je suis d'accord, mais quand même, quoi. Il y a des trucs cool. Il y a toujours des trucs qui sont bien avec lui. C'est juste que je le trouvais, et puis je trouvais qu'il devenait de plus en plus caricatural sur ce truc de Toxic King aussi. Ouais, ça c'est vrai. Notamment avec le morceau avec Drake, qui était vraiment le... Je suis tellement heureuse de cette dissociation. Mais j'adore ce morceau par contre. Ah oui, mais... J'adore ce morceau. Mais oui, c'était vraiment les mecs assumaient à fond ce truc de on est des mecs toxiques. Exactement. Mais je trouve que du coup, Future, il commençait un peu à devenir ce même qu'on voit souvent avec le portable. Là, ça devenait vraiment trop ça. Et justement, avec cette ambiance très, comme tu le disais aussi, ces références peut-être pop un peu années 80, qu'on sent très bien sur Sell It All, qui fait une référence donc à Quiet Storm de Mobb Deep. Là, on est complètement justement sur ce truc très Moroder qui avait inspiré Avoc sur cet album de Mobb Deep, justement. Et donc, je trouve que ça permet à Future de revenir à ce truc de parrain un petit peu, de boss, mafia, criminalité, etc. Donc, et ça, c'est peut-être le truc qui a fait qu'on est beaucoup tombé amoureux justement de la musique de Future. Donc voilà, je le trouve moins engoncé dans certains trucs grâce à cet écrin offert par Metro Boomin. Et puis ouais, tout ce côté hommage à l'histoire du rap américain, moi ça me déplaît pas. Je parle évidemment des interludes de Prodigy, de cette référence à Quiet Storm, mais il y a aussi évidemment sur Like That le morceau avec Kendrick Lamar, Everlasting Bass de Rodney et Joe Cooley, Easy Does It Dizzy. Même un morceau comme le morceau avec Rick Ross, ça fait très deep set. Donc il y a plein de petits Easter eggs qui sont cool quand on est un grand amateur de rap américain. Alors après, je trouve que ça donne un peu l'impression que c'est un album qui est nostalgique finalement et qui essaye de rechercher des sensations et une énergie d'une certaine époque. Je pense que ça en dit beaucoup aussi du coup de leurs auteurs qui sont peut-être arrivés à un moment donné où ils peuvent plus être inventifs. Tout à fait. Mais comme Future, il est assez égal à lui-même dans sa manière de s'approprier justement ces instrus de Metro Boomin et de plus être justement ce truc caricatural. Je trouve que c'est une belle manifestation de l'héritage de la trappe de ces 10, 15, 20 dernières années et qu'ils arrivent à le faire plutôt bien avec
tout ce que tu décrivais sur le fil rouge de l'album. Donc ouais, pour moi en fait en termes d'album événement, c'est pas que l'événement hype des deux mecs qui se réunissent. C'est plus que la somme des deux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être pas autant de fulgurance que dans le passé, mais c'est solide et maîtrisé, quoi. Et puis, sur ce côté nostalgique dont tu parles, d'ailleurs, on en avait déjà parlé, je crois, ici, mais moi, c'est en écoutant notamment le dernier album de Nicki Minaj et le dernier de Busta Rhymes, où il y a énormément de références à des morceaux du passé, mais à des évidences. C'est les gros sabots, à des énormes tubes. Là, oui, il y a ce truc-là, mais c'est quand même fait avec subtilité, où c'est des morceaux, tu vois, il faut aller creuser, c'est pas évident. C'est pas des tentatives aussi de ça va être repris. Absolument. On reprend pas un refrain connu il y a 10 ou 20 ans. C'est vraiment un truc de fan, en fait. Un truc de fan. Et après, sur ce que, moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que j'ai encore une fois passé un très bon moment en écoutant un album de Future ou de Metro Boomin, d'ailleurs, ce que j'ai adoré. Un peu moins la BO Spider-Man, mais son dernier album solo, franchement, j'ai adoré. C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et tous les projets de Future, en fait, je les aime globalement, mais et ça va peut-être nous faire comment dire, un enchaînement pour la suite, mais c'est une comparaison que je peux un peu faire avec Drake. C'est-à-dire que je trouve que maintenant, leurs meilleurs albums sont derrière eux. Je dis pas que, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais ça, on va le dire après, ça. Mais c'est un peu, je pense que, et c'est normal, ça fait longtemps. Future, plutôt, c'est quoi, c'est 2012? C'était plutôt, c'est 2012, donc ça date, quoi, ça fait vraiment longtemps. Donc je pense que leurs meilleurs albums sont derrière eux, d'ailleurs, ils ont un peu eu les deux un prime un peu pas à la même époque, je trouve. Ça se finit en 2015, 2016. Cette génération qui arrivait au début des années 2010 jusqu'au moitié des années 2010. Exactement, et je trouve que leurs derniers grands albums arrivent à peu près à la même époque. C'est le run incroyable de Future en 2015-2016, et Drake, c'est ça. C'est là aussi où il fait If You're Reading This It's Too Late, qui est pour moi son dernier vraiment grand projet. Donc après, maintenant, c'est un peu du fan service parfois. De temps en temps, on prend quelques risques. C'est le cas de Nothing Nevermind de Drake. C'est le cas sur certains morceaux ici de Future. Mais on est quand même sur un terrain conquis. C'est la différence avec, à mon avis, Kendrick Lamar, qui lui, justement, c'est pas le seul artiste américain comme ça, mais qui lui, justement, a encore ce truc-là de prendre des risques, de proposer un album différent. Et je trouve que c'est aussi le cas de Schoolboy Q sur le dernier album, par ailleurs, qui va encore chercher d'autres choses. Ça nous amène donc au moment. Donc le couplet de Kendrick sur Like That dont tout le monde a parlé, et indépendamment de ça, Twitter nous a encore donné, X nous a donné une très très grande journée, puisque ça a été très très drôle, les vannes sur Drake, les vannes aussi sur le pauvre Big Sean qui sortait un morceau de retour ce jour-là et donc personne n'a parlé, et donc évidemment parce que ce morceau-là rappelle aussi ce qu'avait fait Kendrick sur Control, qui était un morceau de Big Sean avec aussi Jay Electronica, on oublie, mais Jay Electronica était sur ce morceau, et voilà, Kendrick avait déjà fait cette espèce de bouffée ego trip qu'il refait ici, et c'est vrai que ça fait du bien quand Kendrick le fait, parce que sur les albums, notamment sur les derniers, il y a pas trop ça. En tout cas, il a d'autres choses à raconter. Il est en rupture avec le game. En fait. Le game l'intéresse plus, c'est lui-même, et c'est trop marrant. Il y a le album Kendrick, il y a un peu le mixtape Kendrick. Et comme il fait plus de mixtape, et ben il le fait sur les featuring. Et là, c'est le Kendrick de mixtape qui vient et qui veut rappeler à tout le monde qui est le meilleur rappeur. Chose claque dans la nuque. Qu'il n'a plus vraiment le besoin de dire sur ses albums, parce qu'il raconte d'autres choses. Et alors c'est donc effectivement un moment où c'est une référence, je pense, déjà à First Person Shooter, donc le feat de Drake et J. Cole, où J. Cole parlait du Big Tree. Donc en gros, J. Cole dit qu'ils sont les 3 meilleurs rappeurs du monde. Donc Drake, J. Cole et Kendrick dit il n'y a pas de Big Tree, il y a juste Big Me, voilà. Et plein d'autres choses, avec surtout en vrai des vanne contre Drake, beaucoup plus que contre J. Cole, parce que les gens attendent aussi une réponse de J. Cole, qui est un rappeur exceptionnel également, et en vrai c'est clairement un truc entre Drake et Kendrick. C'est un dommage collatéral, c'est une excuse même pour atteindre Drake. Tout à fait, et qui date de longtemps, hein, puisqu'en fait il y a vraiment une historique, de subli entre Drake et Kendrick, alors qu'ils ont fait des morceaux ensemble. Drake est sur Good Kid, Mad City quand même, donc potentiellement le meilleur album de Kendrick pour certains. Kendrick est sur Take Care, potentiellement le meilleur album de Drake. Bref, donc il y a quand même cette espèce de relation là, ils se battent pour un trophée qui d'ailleurs est un peu vain, quoi. C'est comme ce matin, j'ai réécouté Godsons de Nas, et donc sur un morceau qui s'appelle Last Will N-Word Alive, bref, Nas revient un peu sur cette histoire de King of New York, et quand tu regardes ça, tu dis mais en fait c'est un peu ridicule, quoi. Les mecs se battaient juste pour ça, en fait. C'est vraiment juste pour dire non, c'est moi le roi de New York. Et bon, heureusement eux c'est pas pathétique, puisque les deux ont réussi dans leur carrière, Nas et Jay-Z, donc c'est rigolo de réécouter, mais finalement c'est un peu vain, quoi. C'est qui le meilleur, tu vois, c'est pas comme au sport, il y a pas de médaille, c'est vraiment les concours de quéquettes, mais là on est là-dedans. Et après on pense aussi évidemment qu'il y a sûrement plein d'autres choses qui sont
sous-jacente. C'est ce que tu dis un petit peu, ce que tu disais, Sandra. Le premier couplet rappé. D'ailleurs, j'adore l'intro de l'album de Future, mais quand Future rappe, voilà, beaucoup de gens pensent que c'est clairement une attaque aussi contre Drake. Donc moi, ça m'a aussi surpris, puisque Future et Drake, ils sont proches. Ouais, mais du coup, ça remet en perspective le morceau sur le dernier album de Drake. Moi, plutôt doux. Exactement. On s'est dit, on avait parlé ici, ouais, vraiment Drake, il abuse, il veut vraiment être comme Future. En fait, effectivement, c'est peut-être, ce serait peut-être déjà un disque subliminal. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Et est-ce que, en tant qu'auditeur, ça vous plaît? Moi, j'ai l'impression déjà que Kendrick, ne serait-ce que ça, il remet de la performance. Ouais. Et ça, absolument. Un peu comme ce qu'avait fait dans un autre registre il y a quelques années, mais Nicki Minaj sur Monster, où à un moment où c'était plus trop ça qu'on entendait, elle vient et elle met de la perf. Et là, Kendrick, il arrive, il met de la perf. Et donc, t'as un peu ce truc-là. Déjà, c'est impressionnant. Tu vois? Et après, en plus, il dit des trucs, et puis après, tu peux lire, il y a 2, 3, 4 couches, des fois, de lecture. Donc, c'est quand même, indépendamment de moi, vous savez à quel point j'adore la musique de Drake, donc voilà, mais ça fait du bien, quoi. Oui. Qu'en pensez-vous? Allez, je démarre. Je vais répondre à toutes les questions. Oui. Vas-y. Non, mais... Je veux voir à quel point t'as tout retenu, ça va dire. Pas du tout. La performance rap, je pense que en dehors de ce que Kendrick raconte, c'est une démonstration et en fait, il pourrait parler de n'importe quoi. Oui. Ce serait quand même impressionnant. C'est ça, les grands rappeurs. Ils peuvent parler de la bavette là qui est en train de cuire. C'est ça qui est. Si c'est bien dit, c'est bien dit. Si c'est bien dit, c'est bien dit. Donc déjà, la performance, c'est déjà un statement en fait de rapper comme ça sur un album de Future. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il va amener Drake sur le terrain du rap. Justement, moi, les gossips, j'aime bien, mais j'en parlerai pas dans une émission. C'est voilà. Parlons du rap justement, et en fait j'ai l'impression que Kendrick et Drake, c'est presque caricatural, c'est un peu les deux écoles aujourd'hui dans le rap. Il y a le mec qui écrit, le mec qui pense, qui a toute une idée derrière, qui s'enferme dans une pièce noire pour écrire, voilà versus l'autre qui veut juste faire des hits. C'est très caricatural, mais c'est ce que on vit dans cette ère aussi où on va pousser les curseurs au maximum. D'où la comparaison de Kendrick avec Prince et Michael Jackson. Voilà. Et donc, ça, je trouve que c'est un combat intéressant. S'il y a une réponse de Drake, je pense qu'il faut que ce soit une réponse qui soit au même niveau. Enfin, c'est-à-dire dans la même range, c'est-à-dire rap, en fait. Ouais. Oui. Fait pas un hit. Non. Oui, et sort ta meilleure performance de rap et il va pas l'attaquer sur un truc personnel, sur un truc, je gagne plus d'argent que toi. Surtout qu'il a toujours été très mesquin dans ses réponses aux disques records. Mais attention, avec Meek Mill, Back to Back, c'est un très bon morceau de rap. En tout cas, Meek Mill n'avait rien sorti à ce niveau-là. Non, parce qu'après, comment il s'appelait le morceau qu'il avait sorti? Le morceau de Drake, c'est Charge Up. Meek Mill, je sais plus. Et Back to Back, c'était bien. Je sais que tu détestes Drake. Non, je déteste pas Drake. En fait, moi, j'avais trouvé que leur 10 était moyen. Au vu c'est pas Nas Jay-Z. Au vu du momentum que c'était, en fait, d'un seul coup, d'avoir des têtes d'affiche qui se clashent. J'avais trouvé ça. Ce qui était décevant, en vrai, c'est Meek Mill, parce que Meek Mill est un rappeur extraordinaire. C'est un battle MC à la base. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu mais je trouve que, pour le coup, c'est un clash que Drake a gagné. Ah oui, de fou. On pourra revenir là-dessus. Ce n'est pas le cas contre Pusha T. D'ailleurs, il a même pas joué contre Pusha T. Et juste, je rajouterais une chose, c'est que je pense que Kendrick, ici, a besoin... Le son de Meek Mill s'appelait One On, pardon. Eh ben, très bien. Il a besoin aussi pas se racheter, mais peut-être de répondre à une certaine partie des fans qui ont été un peu déçus du dernier album, parce que justement, il était dans un autre type de performance où, c'est beaucoup plus personnel, c'est différent. Voilà, thérapeutique, et c'est bien, mais Kendrick a ce besoin de rappeler qui il est. Et en fait, moi, ce que je retiens, c'est juste nos réactions, en fait, la réaction du public. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est trop facile. Maintenant, vous êtes tous riches et vous allez sortir un truc. Votre fanbase, elle est assez solide. Donc, et nous, on est là, on doit juste consommer votre truc. Réveillez-vous et faites-nous participer au truc aussi, en fait. Et pire que ça, ça va te faire marrer parce que je vais citer Joe Budden, qui dans son Joe Budden podcast disait « Stop the fake friendship ». Arrêtez de faire genre, depuis des années, vous êtes potes, juste parce que vous attirez les fanbases des uns et des autres sur vos albums. Arrêtez cette narration-là, en fait. Et je pense que c'est un peu ça. Bon, entre Drake et Kendrick, ça fait longtemps qu'il y a des petites subliminales, etc. Mais en vrai, ils ont jamais été potes, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Exactement. Donc, mais j'aime beaucoup ce truc aussi de... bon, allez,
remettons justement la performance et la compétitivité au centre du débat. Et c'est vrai que pour quelqu'un, en plus pour Kendrick, comme tu disais très bien, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaise foi sur les arguments négatifs sur son dernier album, qui était très égal à ce que, à mon avis, dans sa direction, il a fait depuis des années. Ouais. En plus, c'est un roi du contre-pied. Déjà à l'époque où To Pimp a Butterfly sort, il y a des gens qui disaient c'est quoi cet album de jazz? Moi je pense que les critiques sur l'album de Kendrick, elles sont pas dues à l'album, elles sont dues à l'absence de hit ou de banger. Non, mais bien sûr. Je pense que c'est ça, moi, qui parce a que ça arrive après Den. Mais en fait, il a toujours fait des contre-pieds. Bien sûr. Encore une fois, quand To Pimp a Butterfly sort, les gens disent, enfin, il y avait une partie du public, c'est quoi cet album de jazz? Ouais. Quand il fait Den, il y avait une partie du public qui avait adoré parce que c'est un album un peu musée, justement, cette grande tradition de la musique noire américaine, mais c'est quoi ce truc où il y a des hits où il est sur 3 notes de piano de Mike Will, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a toujours aimé les contre-pieds. Ouais. Donc, je trouve qu'il y avait beaucoup d'arguments très fallacieux. Par contre, c'est très bien, effectivement, qu'à un moment donné, ils viennent rappeler que c'est le mixtape Kendrick, c'est le Kendrick de Control, et que ça fait quelques années aussi qu'on le titille, et derrière son truc de j'ai envie de faire de la musique pour moi-même plus que pour répondre aux attentes des autres, du public, du milieu du rap, etc. Je fais d'abord de la musique pour moi-même, et de temps en temps il vient mettre des petites claques dans la nuit comme ça, et il le fait merveilleusement bien sur ce morceau-là, et ça met en plus effectivement parce que il y a cette histoire de compétitivité, ce débat de c'est qui le meilleur en fait. Bien et sûr. Ça fait des années que c'est larvé, il n'y a jamais eu vraiment de réponse parce qu'il n'y a jamais eu de confrontation, et là enfin c'est bien. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est qu'effectivement on a l'impression qu'il y a vraiment cette recherche de confrontation, de guerre dont tu parlais, puisque quand l'album sort, Metro Boomin il fait un tweet en mode maintenant choisissez votre camp quoi. Et vous restez sur ce truc là. Et Metro Boomin aussi qui a des griefs contre Drake, parce qu'il y a eu des petites embrouilles entre deux. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que effectivement, et je vais citer un chroniqueur du podcast de Joe Budden qui s'appelle Ice, et qui, alors c'était précédemment à l'album, enfin c'était même avant la sortie de l'album, donc c'est vraiment antécédent à ça. Il dit, pour moi, J. Cole c'est le plus grand rappeur actuel, Drake c'est la plus grande star du rap, et Kendrick c'est le plus grand artiste. Ouais, mais ça, faut arrêter ces conneries, ça. Non, mais j'étais sûr. Ou artiste. Déjà, quand voilà, le truc artiste, je vois très bien parce qu'il a des concepts. C'est un argument. Il fait les meilleurs albums. Il fait les meilleurs albums. Moi, j'ai trouvé ce truc-là intéressant, mais maintenant, justement, Kendrick, il vient dire, je suis pas juste un grand artiste qui fait des grands albums. Mais moi, il m'a gonflé ce Kendrick là. Je vais pas. Kendrick fait des grands albums. En fait, c'est la posture qui me dérange. Mais c'est. Je trouve pas qu'il y ait de posture. Non, mais justement, dans tous les cas, je sais que c'est pas de Kendrick, mais c'est tout le autour. Et comment on parle de Kendrick aujourd'hui, on en parle de lui comme oui, il est meilleur que les autres parce que. Et en fait, je comprends que ça puisse énerver aussi ce truc-là. Moi, c'est comme quand on dit Jay-Z, il est meilleur que les autres parce que c'est un meilleur businessman. Pour moi, c'est la même chose. Non, mais on a eu beaucoup ça. Non, mais Jay-Z, c'est quand même le meilleur rappeur parce que franchement, le business, c'est pas le sujet. Et c'est pareil avec Kendrick quand on me dit non, mais si c'est le meilleur, parce que quand même, il est conscient, je sais pas quoi. C'est pas. Est-ce qu'il est meilleur ou pas? Il est meilleur en fait. En fait, il a même pas besoin de ça pour être le meilleur rappeur. C'est déjà le meilleur rappeur. Donc en fait, pour moi, c'est pour ce truc de meilleur artiste, etc. Je trouve un peu, c'est toujours des arguments un peu. Je vois ce que les gens veulent dire, mais pour moi, c'est déplacer un peu le débat. C'est pour ça, tu vois, que je disais, là, il vient sur cette espèce de dichotomie là, imaginez le Mont Rushmore, il y a les 3 têtes, mais il y a déjà des grands moments sur ces albums. Bien sûr. Je veux dire, exactement. Tu prends Dem, c'est quand même sur Mr. Moore, il y a des moments, c'est exceptionnel justement encore en termes de rap. C'est juste que comme c'est enfoui sur tout, sur truc thérapeutique, c'est un labyrinthe cet album, donc il y a vraiment ça a eu tendance à étouffer peut-être un peu ça. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça remet aussi J. Cole dans la conversation, parce que J. Cole, je trouve que depuis le départ, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un excellent rappeur, mais je trouve que c'est un mec qui a des moments d'effulgence, mais qui a pas encore eu un espèce d'album définitif. Fais quand même attention à ce que tu dis. Parce que les fans de J. Cole sont très énervés. Je sais. Donc prends des précautions dans tout ce que tu vas dire sur J. Cole. J'ai aucun souci à dire que J. Cole c'est un mec c'est le mec de la paix. Genre comment ça il a des fans énervés? Non mais les fans. En fait pour moi j'ai une comparaison. Pardon, je t'ai coupé. J'ai une comparaison sur J. Cole. Et moi je suis d'accord avec toi. Ce que tu vas dire. Je pense que tu vas dire. Pour moi c'est Nekfeu. Il y a un peu ce truc. C'est-à-dire que ce sont des rappeurs phénoménaux. J'adore les parallèles. Moi c'est ma vie ça. Oui j'ai dit que J. Cole était le Nekfeu français. Américain pardon. Oui je viens de le dire. Non mais pour moi c'est-à-dire qu'en fait rappeur trop fort. Trop fort, vraiment. En featuring, ça casse des gueules. Et sur album, je trouve que moi, souvent, et je l'ai déjà dit, c'est un peu ennuyeux. Et parfois, ça m'empêche pas que de trouver Cyborg génial ou Forest Hills Drive, qui pour moi est un album définitif de J. Cole. Moi, c'est son meilleur album et pour moi, c'est un classique. Tous les autres, et je sais que là ils sont je suis en train de me faire insulter par les fans de J. Cole qui vont me dire, mais non, Born Sinner, mais non, The Off-Season. Je trouve que les autres sont globalement, il y a des bons moments, mais c'est un peu ennuyeux. Et c'est ça que je reproche moi à J. Cole en solo. Moi aussi, en fait, c'est un peu mon problème avec J. Cole, c'est que même si effectivement 2014 Forest Hills Drive, c'est un bon album, voire un très bon album par moment. J'adore ce disque. Je trouve qu'il y a toujours un truc chez J. Cole d'être vraiment les lèvres trop appliquées. Nekfeu.
Non mais je te rejoins. Et en fait, d'ailleurs, il le disait encore il y a pas très longtemps dans une interview, je crois que c'était avant la sortie de The Off-Season, il disait même moi en fait j'ai la sensation que j'ai pas encore sorti mon classique. Il le disait encore en interview. Donc je comprends qu'il y a cet attachement à cet album en particulier parce que c'est peut-être son album. Il y a For Your Eyes Only aussi sur lequel il y avait des super morceaux aussi. Mais il y a toujours un peu ce truc qui le crispe, je trouve. Net Last Down, tu vois, c'est vraiment ce truc-là de il faut que je sois à la hauteur de cette grande histoire du hip-hop. Kendrick, je pense que lui, il a complètement digéré plein de trucs et il s'en fout en fait. Encore une fois, les attentes des autres et du game, il s'en fout. Il a au moins 3 albums définitifs, de quoi tu me parles. Le mec, il a déjà fini le jeu en fait. Exactement. Et il le fait en fait, je trouve, en se débarrassant justement de ce poids-là. Je trouve que J. Cole, il a encore ce truc-là, c'est un élève trop appliqué. Et je pense que pour une partie du public et une partie justement des gens qui font partie de ses fans, c'est que c'est devenu un rappeur refuge. Parce que, typiquement, 2021 ou 22, quand il y a Off-Season qui sort, c'est un album qui fait plein de références à la grande histoire du rap américain. Ça s'ouvre sur un monologue de Cameron sur le même sample que You Don't Know de Jay-Z, avec en plus à la fin des cris de un sample de Lil Jon. Le plus gros single de l'album, qui était d'ailleurs le plus gros carton commercial jusque-là de J. Cole, le morceau avec 21 Savage et Moray, ça fait référence à un morceau de Styles P et de Pharoah Monch, puisque le refrain reprend le truc de Pharoah Monch. Je trouve que c'est toujours un peu le rappeur refuge, parce que c'est celui finalement qui respecte plus les codes d'un certain type de rap, et qui est une merveilleuse école, tu vois, du rap East Coast des années 90. Je veux dire, c'est avec ça où je me suis construit et que j'ai grandi, mais qui bouscule jamais vraiment rien, et qui, même quand il essaie de faire des albums concept où il va essayer de développer des choses sur lui-même, faire des sortes d'autocritiques, il devient un peu moralisateur, ce qu'est jamais finalement Kendrick. Donc, je trouve qu'il y a encore une marche que J. Cole il a pas réussi à franchir, même si dans la performance rap, et c'est là où effectivement il est dans le débat depuis un certain nombre d'années, dans la performance rap en fait, le mec est fort. Il a toujours des lines qui tombent un peu à plat, un peu moins ces dernières années, notamment parce que via son travail aussi avec Dreamville sur les différentes sorties de Dreamville, qui est un excellent, vraiment un très très bon label. Il sort des super c'est le albums. Qui tient la dragée au Tatidi. Voilà, exactement, avec les albums de J.I.D., de Earth Gang, de Bass, qui en a sorti encore en début d'année. Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu moi la limite que j'ai, et c'est intéressant qu'il revienne dans cette conversation du Big Three. Il l'avait déjà fait avec First Person Shooter. Et je serais intéressant de voir en fait s'il va répondre. C'est ça moi qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que tu vas réussir à dépasser ça maintenant? J. Cole, je pense qu'il répondra pas, et je pense qu'il a pas trop d'intérêt à répondre non plus, parce que c'était pas visé contre lui, et rentrer dans un affrontement Kendrick J. Cole, là pour moi ça n'a même pas de sens, parce que je pense que le message qu'il voulait envoyer à J. Cole, c'était plus choisis ton camp. Voilà, soit t'es avec nous, et surtout cette espèce de nouvelle amitié avec Drake là, vous partez en tournée et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, c'est Drake, il est quand même sur son trône depuis des années. Il invite des gens, on sait même pas si ces gens-là l'aiment vraiment ou pas, mais ils sentent un peu obligés, quoi. C'est bon, c'est Drake, on doit y aller. Donc il y a un peu ce truc-là où là, c'est comme si le vent était un peu en train de tourner. Effectivement, s'il sort un album demain, ça va cartonner, c'est même pas un sujet, et il est encore capable de faire de la bonne musique et des bons morceaux. Mais il y a un peu ce truc-là où t'as le sentiment que ça a été trop facile pour lui, là. On lui a laissé passer trop de choses, il avait trop de pouvoir, il pouvait appeler Yeet, et puis là 21 Savage, et puis là Travis Scott, et là il appuie sur un bouton et c'est bon. Et là c'est comme si ce couplet là et cet album là en réalité, là c'est fini maintenant. Là maintenant vous allez choisir votre camp et vous n'allez pas être sur mon album et sur le sien. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien à Drake en fait. Peut-être. Et Kendrick il s'en doutait pas de ça, mais je pense qu'il va s'en sortir plus grand de ce truc là, parce que ça lui fait toujours du bien d'être un petit peu bousculé. Et je pense que il peut en tirer son épingle du jeu et aussi réécrire un peu son histoire et justement sortir de ce truc. T'es la pop star, ça y est, c'est facile. Voilà. Carrément. C'est quoi pour vous le Big Three? Du coup, est-ce que c'est Kendrick, J. Cole, Drake? Je peux me mouiller si vous voulez, moi. Comme ça, je pense que moi. Je mets Kendrick. Moi, je mets Kendrick. Je mets Kendrick en 1. Voilà, il n'y a pas de débat. Je mets Drake. Moi, dans le top 3, parce que j'adore Drake et que j'adore sa musique et que je trouve quand même qu'il reprend quelque chose et qu'il est encore capable de faire des bons morceaux. Et moi, je mets pas J. Cole. Même si je me le mets dans un Big Ten, mais je mets Pusha T. Parce que c'est pour moi le deuxième meilleur rappeur pur derrière Kendrick, qui fait des putains d'albums. Il a pas le côté hit. Est-ce qu'il faut prendre ça en compte sur un Big Three, tu vois, ce qu'on prend l'aspect commercial? Après voilà, là on dit ça sans avoir de règles. C'est quoi les facteurs? J'en sais rien. Mais pour moi quand même Pusha T, il a ce rayonnement là depuis quelques années. Donc, et surtout j'aime trop ce rappeur. Donc je pense qu'un futur il est pas loin non plus sur ce qu'il représente. Parce qu'au final c'est lui qui sort l'album, il est pas dans la conversation. Donc c'est intéressant aussi, tu vois. Moi je mets futur dans mon top 3. Ouais, avec Kendrick. Avec Kendrick et avec Young Thug. Avec Young Thug. Encore aujourd'hui, c'est aussi un truc du moment.
Ah bah là, non, enfin forcément, non, bah c'est compliqué pour une taille, effectivement. Ouais, pour l'influence quand même, qui continue à perdurer. Il a sorti un album l'année dernière, ceci, donc il n'est pas non plus... Pas finito. Ouais, il n'est pas finito. Et toi? Big Me. Kendrick. Wow. non, ça marche pas, ça. Non, Kendrick obligatoirement. Je mets Future aussi parce que même si j'avais des bémols sur les albums, en fait, ils survolent quand même ce truc de. Ouais. Oui, on a des bémols parce que c'est trop fort en fait. Ouais. Parce qu'on on est toujours les plus exigeants avec les artistes qui ont mis la barre très haute en fait. Je pense que c'est ça aussi. Q, Schoolboy Q. Et moi, je mettrais plutôt Schoolboy Q. Quand même, la discographie, elle est très très solide. Je trouve que Crash Talk en 2019 était en deçà, mais c'est pas nul non plus quoi. C'est pas nul. Exactement. Franchement, Q, moi, c'est quelqu'un que j'ai énormément écouté. Mais moi, j'ai toujours aimé un peu ceux qui sont en dessous. C'est-à-dire que tu vois qu'ils sont pas dans cette conversation, mais tu vois un Danny Brown par exemple qui continue à sortir aussi des super albums. Freddie Gibbs, tu vois, voilà. Enfin moi, Freddie Gibbs, c'est un mec qui peut, je veux dire. Après évidemment, c'est pas une giga star, mais bon, c'est que de la bonne musique en fait depuis plus de 10 ans quoi. Ouais, tout à fait. Tout ça quand même pose aussi une question, c'est est-ce que 2024 c'est le retour des clashs, mais des vrais clashs? Non mais c'est-à-dire qu'on fait des morceaux, des diss records, exactement, des diss tracks, puisque ces derniers temps on avait moins, même dans le rap américain il y avait beaucoup de sublis, beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, et c'est le cas aussi en France, etc. Pas forcément de morceaux, et là on a des morceaux. Alors là c'est pas un morceau entier, mais c'est un couplet quand même qui est clairement un clash. Ça appelle à des réponses. Donc on imagine qu'il y aura quelque chose. On a eu aussi ça en France avec 404 Billy et Benjamin Epps. D'ailleurs, on nous a reproché de ne pas avoir consacré d'émission. C'est juste qu'on avait prévu d'autres choses. Ça a moins d'impact quand même, on peut le dire. Pardon ? Ça a moins d'impact. C'est un peu moins d'impact, effectivement, mais c'était quand même pour le dire. Alors que franchement, moi, 404 Billy m'a attaqué frontalement, mais on peut le dire, c'est-à-dire que c'est ça, quand même quelque chose dont on a parlé. Je pense que c'est sûrement les morceaux des deux artistes d'ailleurs qui ont le plus tourné. Puisqu'en tout cas, si on parle de vues YouTube, je crois que c'est ça. Vraiment, les morceaux ont bien marché. Ça crée un événement. Parce que ça crée un événement. Donc, effectivement, je pense qu'il y a plein d'auditeurs rap qui attendent ça. Que les rappeurs, s'ils ont un différent, qui règlent ça musicalement. Et comme 404 a dit, c'était un événement dans le rap underground. Pas dans le rap mainstream, mais dans le rap underground. Entre deux rappeurs qui ont sorti 3 morceaux en tout. Avec des vraies lignes quoi, et pas avec des posts sur les réseaux, juste avec des morceaux. Et quand même il y a quelque chose qui, moi je sais pas si j'ai envie, je souhaite pas la guerre, je souhaite pas que les gens s'entretuent, mais quand on en est à des morceaux comme ça, il y a quand même un truc qui est très ludique, qui est assez excitant à observer, c'est vrai, surtout quand, on va dire, je pense quand la guerre, elle est voulue des deux côtés, et parce que ce que disait 404 en l'occurrence, c'est que lui, il y avait déjà des sublis de la part de Benjamin Epps, etc. Donc, il y a une histoire entre eux. Là, c'est pareil, il y a une histoire entre Kendrick et Drake depuis longtemps. Comment vous prenez ça, et est-ce que vous, peut-être, en dehors de ça, c'est quoi vos morceaux clash un peu préférés? Moi, je pense qu'il y a un truc de toute façon. Il y a des moods, il y a des émotions qui sont collées à des genres musicaux en particulier. L'adversité, ça fait partie du rap. C'est-à-dire que ça peut être l'adversité dans les épreuves que tu as surmontées dans la vie, justement, comment tu arrives à les raconter en musique, et comment ça te donne la hargne, justement, de les surmonter pour créer de la musique. Et puis, ou alors l'exercice de la performance, soit en faisant de l'ego trip, soit du freestyle, là c'est un peu toi contre toi-même, ou alors effectivement ce truc de l'adversité avec un vrai adversaire, c'est-à-dire le 10 ou la battle, tu vois. Et je pense que effectivement sur ce truc où on revient encore une fois à ce truc d'être compétitif et d'être combatif dans le rap, c'est important et ça s'est perdu, ce truc du diss record. C'est pour ça que tu citais 404 et Benjamin Epps, c'est pour ça que ça a créé une espèce de petite sensation, et c'est pour ça que là il y a autant de conversations autour de ce couplet de Kendrick. Et je pense que c'est important parce que ça remet de l'huile dans la machine en fait. Ça permet de se dire bon allez, on y va, on y retourne. Et c'est vrai que c'était très ronflant aussi, je pense, du côté du rap mainstream, parce qu'à part des mecs comme NBA Youngboy par exemple, qui a fait quelques morceaux, mais malgré le grand succès public qu'il a aux États-Unis, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est considéré, tu vois, dans le Big Three. Donc, je pense que c'est très bien, c'est important, et à l'échelle de l'histoire du rap, ça a toujours été important, ces moments de confrontation lyricale par disque interposé. Et en plus, c'est des vraies stratégies. Enfin, un bon diss record, c'est tellement en fait des histoires de stratégie, quoi. On l'a vu avec Pusha T, avec Story of Adidon. C'est souvent on compare ça. Ça a changé la vie d'un gamin quand même. Faut pas. Non mais c'est vrai quand même. C'est fou quand même. Ce morceau a changé la vie d'un mioche. Totalement. Ben voilà. J'espère que c'est le parrain au moins. Je suis le parrain de ton fils. Une ref en plus, François Cluzet. Les petits mouchoirs, je suis le parrain de ton fils. Français maintenant. Bah ouais, mais moi je suis tout terrain, bien sûr, je suis un bouillon de culture. Donc ouais, je trouve que c'est très bien, et moi je trouve que ça c'est encore plus excitant justement sur ces stratégies à l'œuvre, parce que en fait c'est du
c'est pas comme un c'est pas comme un combat de boxe où c'est de l'instantané. Là, c'est du tour par tour. Et c'est comment tu peux pas balancer toutes tes cartouches tout de suite. Donc là, il y a toutes les spéculations sur qui va attaquer. Est-ce que Kendrick a encore un morceau? Et en fait, tout ça, ça participe, je trouve, justement, de ce côté très excitant. On l'a vécu à l'époque avec Cynic et Booba aussi, par exemple. Ce truc de... Cynic et Kizito. Aussi. Ça, tu peux me permettre. Ça, c'était un peu moins fameux. Un peu légendaire, quand même. Mais voilà, en fait, c'est ce truc de... Quelles vont être un peu les stratégies à l'œuvre pour pas tout envoyer tout de suite, parce que c'est des séries de jabs, c'est des uppercuts, et je pense que c'est grave important parce que ça remet la performance au centre du débat, quoi. Eh bien, je pense personnellement en tant qu'auditrice, un clash, ça doit être quand même inclus dans un bon morceau. Et dernièrement, là pour le coup, le morceau le couplet de Kendrick sur cet album, le morceau est incroyable, ce que je disais tout à l'heure. En fait, je peux pas juste me contenter de pics envoyés à un autre artiste. J'ai quand même besoin que ça soit un bon morceau. Et si tu arrives à être sur une grosse performance et en plus sur un morceau qui pourrait être fort, même sans ça, tu rajoutes ce truc-là, je trouve que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ah oui, ça tu joues en club là, celui-là. C'est bien sûr. Mais du coup, je suis un peu... je pense qu'il y a plus cette école de la battle, en fait. C'était aussi une manière de vivre le rap, de se réunir, de faire comme les jams et tout. C'est des affrontements en réel où il y a deux personnes dans la même pièce qui vont se clasher, la culture des contenders et tout. Des quêtes de style même un petit peu avant. Bien sûr. Et en fait, ça se perd aujourd'hui parce que ça se passe sur Internet. Et comme tu disais, moi, les tweets interposés, je trouve ça tellement ridicule que en fait ça casse un peu tout le fantasme qu'il peut y avoir autour d'un clash, parce que c'est accompagné de plein de bêtises et tout, et je trouve ça plus fort quand on travaille bien un morceau et que là on délivre quelque chose qui est autre que la vie perso des gens. Il faut que ce soit un peu basé sur quelque chose de t'as raison là-dessus. C'est qu'aussi c'est vrai que ça qui a changé, c'est que les rappeurs avant ils venaient souvent du battle, où ils avaient battle, c'est-à-dire que Jay-Z a battle DMX dans sa vie, Young Thug a battle Black, tu l'as montré, je crois, je sais pas si c'est toi qui as fait l'interview, mais voilà. Mais enfin, dans un autre format, pardon. Mais en tout cas, ça existe, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là ont grandi avec ça, l'ont fait. Ce qui est moins le cas, c'est normal avec les artistes actuels. Parce que je pense aussi que le rap il a changé. Non, une autre rêve, voilà. Prenez ça Internet. Ça va trop vite. Bifoli. Waouh. Ça n'arrête plus. Je pense que en fait on devrait faire ça, c'est comme le hashtag rap, ça va trop vite. Bifoli. Tu vois, comme un grand morceau de La Fouine à l'époque. Voilà, La Fouine. Encore une rêve, purée. Je vais sortir fatigué de cette émission. Donc ce que je veux dire, c'est que quand même je pense que les règles ont changé. Et d'ailleurs, je pense que les règles ont changé avec un bif qui concernait Drake. C'était le Drake Meek Mill dont on parlait tout à l'heure. Parce que d'un seul coup, comme le rap était devenu beaucoup plus populaire, notamment via une figure comme Drake, qui a d'un seul coup fait quelque chose de beaucoup plus pop, qui a attiré à lui, je pense, un public qui venait pas forcément complètement du rap et qui avait pas tous ces codes. On parlait des artistes, mais qui avait aussi les auditeurs finalement sur ces diss records, etc. Je pense que d'un seul coup, ce truc du diss et du beef, qui était un peu du blood sport artistique, où tu pouvais t'autoriser tous les coups bas possibles à partir du moment où c'était bien fait aussi, c'était plus possible. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a limité Meek Mill. Tu le disais, à quel point il venait de cette école-là, des battles de Philadelphie. Je pense que les règles ont changé, que ça a été beaucoup plus compliqué aussi pour plein d'artistes de continuer sur ce créneau-là, on va aller se bagarrer lyricalement par morceaux interposés, au vu du fait que le rap est devenu beaucoup plus populaire et que il y a eu ce truc, je le disais tout à l'heure, en fait c'est mieux si on s'entend bien, on fait crarrer, on s'entend bien et on fait des morceaux ensemble parce c'est gagnant-gagnant, quoi. Mais finalement, je pense qu'on en a perdu, justement. On change sur ce côté de performance, quoi. Et moi qui viens justement aussi de cette école-là en tant qu'auditeur dans le rap américain, le rap new-yorkais des années 2000, c'est ce qui a un peu tué aussi le rap new-yorkais en partie, mais à cette époque-là, au milieu des années 2000, où entre mixtape interposés, entre Dipset, D-Block, State Property, Saigon, G-Unit, ça s'envoyait des diss records à l'appel. Les mecs étaient non seulement méchants, vraiment, tu vois, t'as des diss records de Jadakiss ou de Beanie Sigel à cette époque-là qui sont durs, mais parce que les mecs aussi, ils se surpassent en termes de rap, quoi. Et je pense que parce que le public a changé, parce que les modes d'écoute ont changé, tout ce qu'on veut, je pense que ça a fait perdre aussi ça, et que plein de rappeurs finalement n'ont plus besoin de ça. Ils sont partis sur autre chose en termes de forme de rap, quoi. Les amis, nous avons un peu débordé, donc je propose que pour les coups de cœur, on fasse non pas ce que vous aviez prévu, même si tu avais choisi les OSVR et Chukorda, c'est super bien, mais qu'on choisisse un battle, un clash.
votre morceau de Clash préféré? Bah, franchement, le Cynic Kizito, pour moi, c'est un classique. Le Kizito Cynic ou Cynic Kizito? Enfin, est-ce que t'as une des réponses? Kizito n'a pas à rougir. C'était un battle MC, hein. Ouais, il était fort. Bah non, les deux. Ce moment-là. Ce moment-là, c'est mon entrée dans le rap. Moi, j'ai un truc, c'est qu'en fait, il y a plein. Tu vois, je réécoutais The Blueprint encore il y a pas longtemps. Je fais ça toutes les semaines et je zappe Takeover souvent. Ce qui est pourtant un très bon morceau, mais souvent j'avoue que les battles, parfois j'ai un peu de mal à les réécouter même quand ils sont géniaux, parce que soit j'aime bien le rappeur qui a attaqué et je me dis bon c'est bien mais j'ai pas envie de soutenir ça, surtout quand ils sont en paix maintenant. Ouais. En paix, Jay-Z, Nas, est-ce qu'ils s'adorent? Je sais pas, mais en tout cas ils sont en bonne entente aujourd'hui, et donc c'est vrai que parfois j'ai un peu de mal à réécouter ça, et il y a qu'un morceau en fait que je peux, en tout cas un clash que je peux vraiment écouter parce que la prod etc, c'est Hit 'Em Up de Tupac. Pourtant il est hardcore envers Biggie, il est vraiment hardcore. Je parlais de Bloodsport, c'est vraiment ça. Et Dieu sait que j'adore Biggie et que j'écoute même plus Biggie que Tupac, mais ce morceau là de Tupac je le trouve tellement méchant, cruel, épique aussi, et dansant, que tu peux le jouer en soirée quoi. Donc il a un peu toutes les et spontané, c'est-à-dire que il est pas sur la meilleure rime, la plus technique etc, mais chaque ligne tu t'en souviens, même quand il parle à la fin, parce que c'est ça aussi Tupac, tout est charismatique, donc même quand il parle à la fin et qu'il insulte toute la East Coast là, c'est génial quoi, je connais tout par cœur. Donc je pense que c'est Hit 'Em Up reste à mon avis pour moi le battle le plus iconique, enfin le clash le plus iconique. Allez, je vais, c'est un rappeur que j'ai cité qui est devenu maintenant podcaster, que j'aime pas toujours en tant que podcaster, mais c'est un rappeur qui est très important. Pas toujours. Des fois, il y a l'espèce de take que je trouve un peu nul. Bref. Mais bon, il est fort quand même. Voilà. Un morceau qu'il avait fait pour Clash Jay-Z qui s'appelait Talk to Him, où en fait il réglait ses comptes avec Jay-Z et où il prenait un peu le costume de je vais parler pour ma génération de rappeurs du rap new-yorkais, de la génération un peu maudite là justement parce que l'industrie. Les rois sans couronne de New York. Exactement. Hein, et il taille un costard à Jay-Z. Comme rarement Jay-Z s'est fait tailler un costard, donc je trouve que c'est bold en fait, c'est couillu comme 10. Voilà. Mais Jay-Z c'est le meilleur parce qu'il est meilleur businessman. Voilà. Bref à l'émission. AC Milan. Ouais. Et Wesh Zoulette, quand même dans le patrimoine. Ah ouais, non mais bien sûr, évidemment. C'était quand même, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Même Autopsie de La Fouine, je veux dire, c'était quand même un moment où il y avait des morceaux. Donc voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une belle émission. Oui. Et on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. Allez. Yes sir. Salut.